Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère et on se retrouve, et non, pas pour le dernier Zap de la semaine. Je vous rappelle que demain, il y aura encore un Zap Crypto. On débute comme d'hab avec notre fière grid index côté crypto qui se trouve toujours dans la peur à 28. Du côté des marchés US, on est passé du côté obscur de la force. On est de retour dans la zone de peur à 42. Les investisseurs des marchés traditionnels n'ont vraiment pas apprécié toutes les annonces qui ont été faites par les banques centrales. Alors pour le moment, les investisseurs boudent les marchés et ça se ressent plutôt bien sur les charts. Enfin voilà, n'oubliez pas qu'on se retrouve également demain soir à 22h en live sur Twitch. Et j'ai plutôt hâte d'y être parce que je vais pouvoir enfin tester mon nouveau setup. Tadam! Alors je vous dis à demain. D'ici là, passez un excellent week-end. Vous pouvez vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Bonne soirée à tous. C'était Zap Crypto. Ça y est. Après des mois de température d'une douceur exceptionnelle et au-delà des normes, l'hiver frappe enfin aux portes de la France. Les stations de montagne préparent l'arrivée des touristes, bande de petits vénards, les commerçants renforcent leur stock, les familles choisissent leur menu pour le réveillon et les rues s'illuminent de la féerie et de la joie des fêtes qui s'annoncent. Mais derrière les apparences, les Français le savent bien, ce Noël 2022 va avoir un drôle de goût et il va briller un peu moins fort que les années précédentes. Certains se demandent même s'il ne va pas falloir ressortir le barbecue pour cuire la dinde et les bougies pour ne pas se cogner dans le sapin. C'est bien simple, la situation énergétique du pays n'a jamais été aussi tendue et à mesure que les températures baissent, les discours officiels deviennent de moins en moins rassurants au sujet de la résistance du réseau et depuis l'été dernier, ils se sont même transformés en conseil de survie en cas de blackout. L'ennui, c'est qu'on commence à entendre un peu tout et n'importe quoi, et qu'entre une menace nucléaire, une récession, une crise climatique et une nouvelle vague de Covid, le moral des Français se serait bien passé d'une source d'angoisse supplémentaire. Que va-t-il se passer exactement ces prochains mois, et comment vont se dérouler les opérations de délestage ? Faut-il avoir peur et faut-il se préparer ? Combien de temps cela va-t-il durer ? À quelques semaines de l'hiver, il est temps de refaire un point sur nos capacités de production d'énergie et de démêler le vrai du faux. On continue avec 43% des Américains qui ont une vision négative des crypto-monnaies. C'est assez fou, une enquête de CNBC révèle que l'opinion des Américains a radicalement changé à la suite des nombreux scandales, faillites et effondrements entourant le marché des cryptos. Ça a beaucoup changé, mais surtout, je pense, par rapport à 2021. Là, malheureusement, on n'a pas les dates, on a seulement 2022, comme vous pouvez voir juste là au niveau du graphique. Mais je pense qu'en 2021, en plein bull run, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait, je pense, plus de gens qui avaient une vision positive des cryptos. Et là, le fait qu'on s'est tapé un bear market, qu'on fait que baisser durant un an, quand on a des crashs comme l'UST, comme FTX, soit que des scandales dans tous les sens, forcément l'image des cryptos en prend un coup, et puis c'est souvent ça qu'on met en avant dans les médias traditionnels. Je pense que ça a quand même été une année quand même assez particulière. Je sais que toi, ça fait également depuis un moment que tu es dans ce marché. C'est quoi un petit peu ton, Alors, ton point de vue ? On est des vieux de la vieille, on est arrivé sur YouTube fin 2017. Il y avait quelques chaînes YouTube à cette époque-là, on était je pense 4-5. Ouais, effectivement. Et après voilà, bear market, ça s'est un peu éparpillé. Et ensuite bull market. D'autres chaînes YouTube, c'est comme les tokens, sont apparus. ça pop comme ça, tu vois, boum. Voilà, mais pour rebondir sur FTX, oui, c'est une année assez riche en émotions. Après, je pense qu'il fallait passer par là. C'est un mal pour un mieux. Ouais. La cause est dans le futur. On saura un jour pourquoi. C'est un marché qui est encore jeune, mais qui a bien mûri. Et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant d'être dedans aujourd'hui. On n'a plus rien à prouver avec la blockchain. Beaucoup d'entreprises sont derrière. Ça prend du temps. Mais ça avance assez vite. CZ Binance, son rival, lui aussi, apparemment bientôt sur les traces de FTX. Les rumeurs grandissent. Des sources proches du dossier, toujours citées par notre très grand Reuters putaclic, qui disent que, bon, écoutez, là, il y a vraiment le département de la justice qui lance une opération judiciaire sur CZ Binance. On en a parlé hier, les amis, mais on vous en reparle ce soir juste pour vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui sur Twitter, CZ a bombardé les tweets. Et en fait, il a mis un point d'honneur à montrer que les gens l'aimaient, à montrer que c'était quelqu'un de sérieux, etc. Et moi, on m'a toujours dit qui se justifie s'accuse. Donc, Moïd et moi, on l'a fait tout à l'heure. On a presque plus rien sur Binance. Tout simplement, on a tout mis sur Ledger. Il nous reste deux, trois petits trucs, histoire d'eux, qui sont en staking, mais voilà. Pas de FUD, mais CZ, aujourd'hui, au vu de ce qu'il a tweeté... Hier, il balayait un peu le tout d'un revers de main,
avec un petit tweet qui disait clairement, écoutez, ce qui a été retiré, les 3 milliards, c'est peanuts, c'est même pas dans le top 5 de ce qui a été retiré sur Binance en une journée dans les mois précédents. Sauf que là, maintenant que les accusations sont de plus en plus fortes et de plus en plus appuyées, toujours de la part de Reuters, Reuters s'est encore trompé. C'est ce que dit Binance, en démentant un peu ce qui se passe. Mais, bon écoute, comme on dit, à un moment donné, il faut prendre ses précautions. Ça coûte rien de juste prendre un peu, tu vois, la liquidité qui dort sur ces exchanges et de la mettre en sécurité sur sa clé Ledger ou... C'est une manip, c'est 5 minutes. Voilà. Faites-le. Ça vous fera plus de sécurité qu'autre chose. C'est pas non plus énorme à faire. Et s'il n'y a rien demain, bah écoutez, vous avez vos fonds qui sont protégés. Si vous avez une poche trading qui est en cours, vous la laissez sur les exchanges. Voilà, les gens nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites les gars à dire à tout le monde, mettez sur votre ledger. Si vous avez tout sur ledger, comment vous faites pour trader au quotidien? Bon, déjà, quand t'es en long terme, t'as pas besoin de trader. Et quand t'es en trading ou tu fais du swing trading, bah évidemment, c'est logique. La poche que t'as qui fait du swing trade, tu la laisses sur l'exchange. Et c'est un risque, mais c'est comme tout dans la vie. Quand tu traverses la rue, tu peux prendre le risque de te faire écraser. C'est pas pour autant que tu vas rester chez toi toute ta vie. À un moment donné, tu sors. Donc voilà. Le tout, c'est de les calculer, les risques, exactement. Et je voulais vous parler d'une chose que je trouve assez inquiétante. On a en fait 2 cabinets d'audit, les 2 principaux cabinets d'audit qui travaillent actuellement avec les sociétés crypto pour réaliser les proof of reserve et rassurer le marché, qui sont en train de lâcher les sociétés crypto. On a d'abord Armanino. Armanino, c'est la société qui s'occupait de FTX US. Et qui a fait plein de preuves d'audit telles que Nexo, c'est eux qui s'occupent aussi de Nexo et de plein de sociétés différentes. Et là, on a l'article de Forbes qui a été publié hier, qui nous dit en fait que Armanino est en train d'arrêter tout son travail avec les sociétés crypto. Donc ils sont en train de lâcher leurs clients un par un et on devrait plus voir d'audit de la part d'Armanino prochainement. Et encore plus inquiétant, Mazars aussi. Mazars fait la même chose, ça vient de sortir, c'est Bloomberg là qui nous donne l'information et il nous dit Mazars aussi est en train de lâcher les sociétés crypto et ça vient même de Binance. C'est Binance qui a confirmé ça à Mazars. On rappelle que Mazars travaille avec Crypto.com, avec KuCoin, avec Binance et sûrement avec d'autres sociétés crypto qu'on connaît pas encore. Et là ils ont dit finalement Mazars a décidé d'arrêter de travailler avec les sociétés crypto pour le moment. Donc ça c'est vraiment, on va dire, quelque chose d'inquiétant. S'il y a plus personne pour rassurer le marché et que même les sociétés, on va dire, assez réputées comme Mazars lâchent les sociétés crypto, qu'est-ce qui va rester? Il va rester quoi? Il va rester des sociétés d'audit pas très connues pour faire des audits et pour rassurer le marché. Et ces sociétés pas connues, elles ont peut-être pas la même rigueur que les autres sociétés crypto. Après on rappelle, pour l'instant ce n'était pas des audits en tant que tels. Les divers exchanges, ils avaient surtout des proof of reserve sur des procédures convenues entre la société d'audit et l'exchange pour réaliser une série de procédures et vérifier que tout est correct. Donc c'était toujours pas un audit, mais ça veut dire que maintenant ça sera encore moins sérieux, j'ai envie de dire, parce que il y aura plus de sociétés sérieuses qui veulent travailler avec les exchanges. Jack, hello. Thank you for accepting our invitation and for giving us a little bit of your precious time to answer our questions. Of course, thank you. So I will start with a very basic one, but I think super important. Why are you here? Why was it important for you to support the first edition of this event, the Africa Bitcoin conference? A simple reason, I'm a huge fan of Bitcoin. I believe in it. I'm from America. I'm from the United States. I spent a lot of time in France, a lot of time in Paris. I love it. But both in Europe and also the United States, we live very much in a bubble. Bitcoin, in many ways, is more of a desire than a necessity. Whereas if you look at the continents of Central America, South America, and Africa, it is a necessity. There is real inflation. There is crumbling governments. There is real need for a cross-border solution, especially within this continent. So developing out of necessity versus desire really focuses on specific problems, and I think the continent will be a leader in why Bitcoin is used and why it's important and why it's necessary. And I think it'll show Europe and I think it'll show the US that it's not just about a number going up or down. It's not about, looking at the price in any one particular moment. It's not around, a casino in any way. This is moving money for people in a way that they don't have an option otherwise. Tornado Cash était et restera tout simplement un outil qui ne fait rien sans qu'un humain s'en serve.
pas plus qu'une clé à molette posée sur une étagère. Elle doit être prise en main et manipulée pour avoir un quelconque effet. Une meilleure analogie serait de comparer Tornado Cash à une fontaine publique. Vous tournez le bouton et de la confidentialité jaillit. Mais tant que vous ne le tournez pas, rien ne sort. C'est quelque chose de très simple en réalité. Et suggérer que ce mécanisme est dangereux, dire que son existence mérite d'accorder au gouvernement une nouvelle autorité de sanction au pouvoir largement illimité, sans même parler d'emprisonner le pauvre gars qui a eu la décence de construire cette fontaine dans un parc public pour que chacun puisse en bénéficier, tout cela est profondément illibéral et autoritaire. Nous devrions résister à cette tendance. À mon avis, nous devrions faire cadeau à la ville d'une nouvelle fontaine publique. Nous faufiler dans le parc au milieu de la nuit, porter un masque, porter des gants s'il le faut, mais en tout cas s'assurer que si les gens ont soif, ils peuvent trouver un endroit où boire. Le droit à la vie privée est un droit de l'homme qui n'est pas négociable. L'idée que de se conformer aux sanctions de l'OFAC est une chose souhaitable est consternante. Le Brésil pourrait lancer son DeFi Integrated Digital Rail en 2024. Allez, on a quand même des bonnes news, hein. Tout n'est pas négatif, évidemment. En ce moment, je vous dis encore une fois, la peur, on a très très peur. Mais tout n'est pas négatif. Le système, il continue d'avancer, les entreprises continuent d'avancer, de travailler justement sur la sécurité, sur tout ce qui ne va pas autour de ça. Tout le monde travaille, tout le monde avance, et tout ça, ça va dans quelques temps. Ça va exploser, ça va mettre du temps. Mais vous verrez, on n'aura plus du tout le même langage dans quelques mois. Il suffit que la guerre en Ukraine s'arrête. Il suffirait que la guerre en Ukraine s'arrête. Et ça, ce serait extraordinaire, hein, pour éviter un peu tous les morts, toute la misère que ça crée. Parce que ça, c'est terrible, hein, c'est autre que la finance, c'est pire que la finance. Hein. Mais donc, que ça s'arrête et que tout le système, après, va repartir gentiment. Le marché mondial va retravailler autrement, va repartir avec quelques espoirs en plus. Et ça repartira. Je le souhaite, en tout cas, c'est tout ce que je souhaite au monde. Ich bin ein Bitcoiner. Vous l'aurez compris, cette news se passe en Allemagne. Une nouvelle banque tombe sous l'hégémonie du groupe Bitcoin Group SE, un fonds d'investissement allemand ayant fait l'acquisition en 2018 de la, attention, préparez-vous, ça va secouer, Tremel Wertpapier Handelsbank, et en 2020 de la Futurum Bank, se retrouve désormais propriétaire à 100% de la Bank aus von der Heid, ce qui leur fait donc 3 banques à leur actif. Cette dernière est une banque munichoise qui date de 1754. Ce fonds d'investissement, ne cachant pas son amour pour notre très cher Bitcoin, acquiert donc petit à petit des banques ayant une certaine légitimité en Allemagne. On peut donc dire que cela devrait rendre le pays de plus en plus crypto-friendly, ou du moins Bitcoin-friendly, si les banques appartiennent directement à des Bitcoiners. Je vois mal comment il pourrait en être autrement. On continue dans les nouvelles avec l'Europe qui nous précise que le CBDC sera la priorité avant les élections européennes de 2024. Alors c'est très intéressant à savoir que le CBDC avait été annoncé en test jusqu'en 2025-2026. Là, ils accélèrent le pas. Et ça montre peut-être aussi qu'il y a un besoin réel étatique d'avoir la main. On a aussi un certain nombre de points qui sont sur une diminution de l'utilisation du cash. On a eu une limite qui a été faite. Je pense qu'on aura une deuxième limite, voire une troisième limite qui arriveront. Et une disparition potentielle du cash par un remplacement des CBDC. Ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que une diminution du cash, pour une notion de restriction et une notion clairement liée de contrôle rattachée aux finances, donc ça veut dire la possibilité de taxer l'ensemble des échanges, va entraîner la mort d'une certaine partie de l'économie mondiale, comme on peut regarder en Europe. Par exemple, si en Grèce ou en Italie on retire le black, donc le cash, qui permet principalement de faire des jobs non déclarés, on va se retrouver avec certainement une grosse crise humaine et une grosse crise économique dans ces pays-là, ce qui est aussi le cas en France. En France, une grosse partie des restaurants, par exemple, sont toujours énormément au black, parce que c'est la simplicité, c'est la possibilité de pouvoir favoriser de l'emploi non déclaré, et donc avoir une forme d'allègement des charges qui pèsent sur par exemple les restaurants. Savoir que les restaurants sont de plus en plus touchés par l'augmentation de l'énergie. On parle d'augmentation de x4, x5, x6, voire même certains x10 en termes juste de factures sur l'électricité, sur l'énergie, sur le gaz. Donc
ça va faire très très mal si on commence à aller dessus. Qui a annoncé hier la BCE et la Banque centrale anglaise, eh bien ils sont dans le même rythme, hein. Pour l'instant, on tient la hausse des taux, on continue à monter les taux. Évidemment, peut-être que ce sera pas aussi fort que ce qu'on a fait récemment. On va plus se diriger vers des hausses de taux de 0,5 puis après de 0,25, mais on va continuer à monter les taux parce qu'il faut continuer à garder les mains bien serrées autour du coût de l'inflation pour pas qu'elle s'échappe, parce que ça deviendrait un sacré problème. Donc ça, c'est un peu le message des banques centrales qui a été instillé dans l'esprit des investisseurs et qui n'a pas du tout plu au marché hier. Bon, globalement, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais c'était plutôt sous la forme d'une espèce de déception et du fait que, encore une fois, si vous regardez un petit peu les patterns qu'on a eu à chaque fois qu'on a eu des réunions de la Fed ou Jackson Hole à la fin de l'été, chaque fois on est venu en se disant ouais, cette fois c'est bon, Monsieur Powell il va changer son fusil d'épaule, Monsieur Powell il va être ami avec nous. À chaque fois on s'est dit ça va être mieux et à chaque fois on a été déçus. C'est vrai que si on suit les marchés financiers depuis on va dire une dizaine d'années, on sait que systématiquement, les banques centrales ont toujours été là pour nous sauver les fesses quand ça allait mal. Et là, depuis quelques temps, on ne comprend plus parce qu'on a l'impression qu'ils ont complètement changé de mentalité et qu'ils sont plus vraiment là pour nous sauver les fesses, mais pour empêcher l'économie de partir dans tous les sens. Alors nous, le problème, c'est que de notre côté d'investisseurs, tout ce qu'on cherche à savoir et tout ce qu'on veut voir de la part des banques centrales et de l'économie, c'est qu'on ne rentre pas en récession. Et hier, avec ces discours très hawkish qui ont été faits par les banquiers centraux, eh bien, on a l'impression que la récession, on va pas y échapper. Surtout si les banques centrales continuent à monter les taux comme ça, on va se retrouver avec une récession en Europe, une récession en Angleterre, une récession aux États-Unis. Et ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment envie de passer l'année 2023 avec ça, donc on a des craintes. Jérôme Powell a parlé de taux plutôt vers 5,10% l'an prochain, ce qui veut dire que ça a un peu pris les investisseurs à contre-pied qui voyaient plutôt des taux à un maximum de 4,6%. L'inflation aux États-Unis est en train de baisser, c'est un fait. On l'a vu également cette semaine avec le chiffre du CPI qui est redescendu à 7,1 en rythme annualisé. Il y a une baisse des prix des voitures d'occasion, il y a une baisse des prix de l'immobilier, il y a une baisse des prix de la santé, une baisse des prix dans l'alimentation, dans le pétrole. Bref, on sent très bien que ça baisse, mais pourtant, Powell et tous les membres de la Fed expliquent qu'il faut encore des hausses des taux. Donc ça, déçu les investisseurs, c'était mercredi soir. Et puis jeudi, coup de grâce. Alors je vais pas vous parler de la Banque d'Angleterre, encore une hausse de 50 points de base. On sait que le Royaume-Uni est en récession avec une inflation au-dessus des 10%. Donc le Royaume-Uni était obligé, mais c'est la BCE. La BCE, Christine Lagarde a frappé fort en disant qu'il y aurait d'autres hausses des taux. Ça a complètement déstabilisé les marchés. On a perdu plus de 3% à Paris avec une très forte tension sur les marchés obligataires. Très franchement, je ne comprends pas pourquoi Christine Lagarde a été aussi ferme, aussi forte dans ses convictions. Elle était complètement en retard il y a un an où elle disait que finalement l'inflation était transitoire. Maintenant, elle tape très fort. Donc, à mon avis, il y a un problème de communication. Il y a pour moi des erreurs de politique, non pas monétaires, mais des erreurs de communication. Après, on peut se demander si en Europe, est-ce que ça sert à quelque chose d'augmenter les taux d'intérêt dans la mesure où s'il y a une hausse des prix, elle viendra non pas des salaires, non pas de l'alimentation, mais surtout de l'énergie avec un choc énergétique. Est-ce qu'on peut contrecarrer un choc énergétique par des hausses des taux? C'est un grand débat. Au niveau des indices de volatilité, donc pour l'instant le VIX, un petit peu de vert parce que la volatilité sur le marché on voit, le move du rouge. Ce qu'on rezote surtout, c'est là l'SP500, et oui, comme je vous ai saoulé longtemps avec cette trendline, on s'est fait rejeter par cette trendline ici, on s'est fait rejeter avec du vert, et puis là on voit un beau M qui peut se dessiner, il nous envoie en enfer sur l'SP500. Sur le Bitcoin pareil, on tâtonne sur une trendline assez long terme, on s'était fait rejeter ici début novembre, là c'est pareil. Donc il y a de quoi se faire rejeter, il y a de quoi se faire du rouge pas joli. On est en train de faire vendre des gens, de faire paniquer des gens en disant ça y est, c'est le reversal, on va plus bas. Pour l'instant, tant que je vois ça, c'est le scénario que je privilégie. Et si on est vraiment dans cette configuration, et si ce bottom tient, comme je vous ai dit, attendez-vous peut-être que dans les jours ou la semaine prochaine, on est vraiment une continuation tout simplement de la tendance que l'on a entamée pour venir dans cette supply zone. Et lorsque l'on sera ici, là par contre, on va voir ce que l'on fait. Okay, cette zone sera clé. Et c'est ici qu'il va falloir vraiment se poser des questions. Je pense qu'on peut, si le marché décide d'y aller, on peut y aller assez violemment. D'accord ? Voilà ce que je voulais vous dire sur Bitcoin. J'espère que tout est clair. Ok ? En petit UT, oui, on s'est retourné. Ici, on a profité de l'annonce pour reverse le marché. On est en train, selon moi, de laisser tranquille les stop-loss de tout ce range-là.
de conforter les gens dans ce short un peu trop évident. Ça reste, il y a quand même encore du fun, les gens n'ont pas confiance, ça reste quand même très fragile. Je pense que le marché a tout intérêt, après ce que l'on voit ici, tant que ce creux tient, d'aller exploser tous ces mecs-là. Voilà. Après, c'est qu'un scénario, et je te le rappelle, on n'est pas dans le Madame Irma et on cherche pas à prévoir, on cherche à anticiper par rapport à ce qu'on a sous les yeux, et cette anticipation nous permet d'arbitrer un risque et d'être en accord avec nous-mêmes, d'être serein, de se dire ok, puisque je vois ça, je vais plutôt faire arbitrer comme ça. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé, de façon empirique, on voit que malgré l'accélération que l'on a eue ici, on a eu un retracement très fort avant le halving effectif. D'accord ? Donc on peut avoir une accélération haussière qui est un pré-bull run avec un retracement, le halving, et ensuite quelque chose qui départ. Ou une zone de ranging pendant un certain temps, entre 15 000 et 25 000 avant d'avoir le top go en 2024. Vous, quelle est votre perspective sur l'année 2023 ? Ensuite, c'est l'information un peu qui sort de nulle part de Donald Trump qui est sortie cette nuit. C'est qu'il a lancé une collection de 45 000 NFT avec des espèces de cartes, des cartes à son effigie. Il y en a 45 000, c'est $99 pièce. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ça tournera sur Polygon. Polygon marche super bien, je trouve, dans le monde des NFT. Il y a beaucoup de partenaires avec Prada, avec Adidas, avec pas mal de grosses marques qui décident de lancer des NFT sur Polygon en passant. Et c'est assez incroyable. Il a lancé la Trump Digital Trading Card. C'est une espèce de carte à $99. Si vous en achetez 45, en gros, ça vous coûte 4 000 et quelques dollars. Vous aurez la chance d'assister peut-être à un dîner de gala avec Donald Trump. Voilà. C'était l'annonce un peu hors série, on va dire, de la journée. L'écosystème Gala Games vous propose de jouer une fois de plus à la bêta fermée de Grit, donc un gros projet de shooter dans le Far West sur du coup l'écosystème Gala Games, comme je l'ai dit. Donc ce sera du coup tout à l'heure, c'est en bêta fermée. Si jamais ça vous intéresse, c'est trop tard pour cette session-là, mais vous pouvez vous inscrire en obtenant du coup une clé bêta pour les prochaines playtests. Donc du coup le lien sera en description. T'en as un toi ? Raconte. Est-ce que t'as un Oculus et qu'est-ce que t'en fais ? J'ai fait comme toi, il a traîné sur le bureau longtemps, jusqu'au moment des métavers où j'ai voulu comprendre exactement les métavers, et donc j'ai exploré surtout VRChat, qui n'est pas spécialement un métavers, c'est juste une fonctionnalité dans l'Oculus. Et j'ai voulu tester, en fait c'est par l'art, une fois de plus, moi je suis arrivé dans tout ça par l'art, et c'est un artiste qui m'a dit mais viens voir ma galerie virtuelle. Et il a insisté, et un soir je me suis connecté, tac, j'ai mis mon casque, et il m'a pris par la main, donc j'ai vu mon avatar, et il m'a dit regarde, j'ai fait une sculpture de 50 mètres de haut, et évidemment de manière virtuelle, mais j'ai dû lever la tête avec mon casque pour voir sa haute sculpture en acier. Et ce qui est dingue, il a fait des petites sculptures virtuelles, évidemment, et je les prenais dans ma main, virtuellement, et le soleil reflétait, la lumière reflétait sur l'acier, et j'avais des reflets d'acier, en fait. Et j'ai trouvé ça, mais j'étais vraiment ému, tellement c'était beau, et c'était différent de la réalité, parce que bien sûr, dans la réalité, tu as une sculpture, c'est beau aussi, hein, c'est pas la question. En fait, j'ai reposé mon casque et je me suis dit, waouh, j'ai vécu quelque chose qui n'est pas la réalité, quelque chose qui est complètement différent. Et c'était une belle expérience. Et j'ai compris que c'est pour ça qu'il faut jamais, au grand jamais opposer la réalité vraie avec le virtuel en se disant le virtuel va manger la réalité ou la réalité c'est meilleur que le virtuel. Ça n'a rien à voir, c'est deux expériences qui n'ont aucune comparaison possible. Dernier point qui là est très personnel et me tient très à cœur, c'est que je ne veux pas faire d'univers metaverse pour des jeunes enfants. Beaucoup m'ont interrogé sur le sujet et étant moi-même jeune maman, je vois combien un enfant peut encore plus qu'un adulte avoir du mal à faire le distinguo entre le virtuel et le réel, surtout dans un univers immersif. Donc je pense qu'on a une vraie prise de responsabilité pour une enseigne comme la nôtre, de dire que évidemment à partir d'un certain âge adolescent, il ne faut pas se cacher, bien sûr que probablement ils joueront sur notre petit jeu, le Club Leader Price, mais que c'est pas un jeu à destination des enfants et c'est pas quelque chose sur lequel nous on souhaite aller. D'accord. Est-ce que tu as un message à faire passer autour du Web3 ou pas que d'ailleurs ? Oui, moi je pense que le message il est basique, c'est rester curieux et soyons curieux ensemble. On a le droit d'avoir des avis tranchés, mais à partir du moment où on a été s'informer, regarder ce que c'est et tester. Et à partir de là, toutes les critiques sont entendables et possibles, mais les critiques de principe, j'ai toujours beaucoup de mal. Donc soyons curieux, soyez curieux, et le Web3 est un monde hyper ouvert, où il y a des très belles choses,
des choses moins belles aussi, un peu de jungle et il faut faire le tri. Mais en étant un peu curieux, en fait, c'est très facile à aborder. Moi, je ne suis pas une geek, je ne suis pas quelqu'un qui vient de cet univers-là. Et en 12-18 mois, on s'est fait un petit peu notre place dans cet univers, donc ça prouve que c'est possible. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.